Présenter Daniel, est-ce bien nécessaire? Parce que je pense que beaucoup de monde la connaît. Cela dit, on m'a demandé de le faire et je dois dire que c'est avec plaisir que je vais présenter Daniel. Alors Daniel est membre du Cercle freudien, d'une part, et d'autre part, à la création de l'APM en 1997, elle fut membre de la première heure de l'association Psychanalyse et Médecine. Son implication a été massive, à différents niveaux. Une implication intellectuelle, en effet, elle a contribué aux ouvrages collectifs issus des conférences thématiques ou des communications des colloques. Je peux citer quelques articles de ces ouvrages écrits par Daniel, et là, pas les articles, mais les ouvrages dans lesquels Daniel a publié. Le corps a ses raisons, la livre de chair, l'anorexique, le médecin, le psychanalyste, tu as écrit 2 articles. Qu'est-ce que le corps pour la psychanalyse? Folie à la salpêtrière. Qu'est-ce que la guérison pour la psychanalyse? Corps en discordance, somatose et psychose. Ton implication fut très importante intellectuellement, mais pas uniquement, parce que tu as été organisatrice de façon soutenue. Tu t'es occupée donc de l'organisation et de la logistique de l'APM, une aventure de 20 ans. Alors, j'ai cité tes publications à l'APM, mais elles ne sont pas exclusives, parce que tu as aussi écrit de nombreux articles dans d'autres revues que je vais nommer, dans les cahiers de psychologie clinique, la clinique lacanienne, psychologie clinique, Kevoy, les cahiers dynamiques, lettres de l'enfant et de l'adolescent, correspondance freudienne. Tu as été aussi collaboratrice d'un ouvrage collectif qui s'appelle « Le féminin, un concept adolescent ». Puis, tu as écrit « Pour une éthique clinique dans le cadre judiciaire ». Et en fait, ce livre, sorti 1 an après les événements de 2015, « Dérive adolescente de la délinquance au djihadisme », qui a obtenu le prix Oedipe en 2017. Ton travail s'enracine dans une expérience clinique de près de 40 ans auprès de jeunes rencontrés au sein de la protection judiciaire de la jeunesse. Tu y es entrée, encore étudiante, dans les années 68. Et là, c'est un petit commentaire personnel, mais puisqu'on est un peu contemporaine, je peux dire que les étudiants ou les jeunes psychologues ou étudiants en sciences humaines qui en 68 avaient envie d'aller travailler chez les flics, comme on disait, c'était très rare. Tout cela pour dire que ce choix que tu as fait en dit très long sur ta détermination, ta combativité et ton militantisme. Tu en es sorti après les émeutes de la banlieue de 2015, mais tu étais loin d'être un passage à l'acte, car amoureuse de la langue et de la parole et du langage, tu as pris soin d'écrire une lettre ouverte aux politiques et à ceux qui les gouvernent. Qui les relaient, oui. Ta réflexion donc s'est enracinée dans cette longue expérience clinique que tu n'as eu de cesse d'articuler à la théorie, mais aussi aux politiques. En effet, la psychanalyse étant prise avec la culture, prise dans le louage du psychique et du politique. Suite à la crise de 2008, tu écris dans la revue lacanienne, la revue clinique lacanienne, Économie marchande, économie libidinale, la casse du siècle. Le casse du siècle, pardon. Tu dénonces un système en faillite de s'être désarrimé du symbolique. Ère de l'hyper, de l'ultra, tout n'est qu'excès, urgence, instantanée, dans l'ici et maintenant. Je rajoute aussi perte du lien social. Tu écris par ailleurs de la rencontre du discours capitaliste avec les technosciences est née la création de faux besoins avec gaspillage organisé pour soutenir la croissance et l'illusion. Tu ajoutes la communication, la gestion, la judiciarisation font effet de régulation fonctionnelle. On comprend la difficulté de travailler dans une institution où la loi symbolique, celle que soutient le psychanalyste, est bafouée au profit de cette loi judiciaire. Mais comment as-tu pu tenir là ? Tu as tenu grâce à ces moments de pause, de mise à distance,
ou de reprise de ton souffle qui consistait à t'arrêter pour écrire des notes, des réflexions sur ton vécu, ta clinique, les articulations que tu pouvais faire avec la théorie. Et c'est certainement ce qui t'a permis d'y tenir aussi longtemps. Et si j'en parle, c'est qu'effectivement, la pertinence de tes propos lors de la sortie du livre en 2016 était tout à fait liée à une réflexion de longue durée et réfléchie dans le temps. Le concept d'hypermodernité n'apparaît pas dans tes écrits, ou très peu, mais ses manifestations et les effets délétères qu'elle engendre sont tout à fait présents dans ton travail. Je faisais tout à l'heure référence à Économie marchande, économie libidinale, le casse du siècle, qui est un article qui est paru en 2012. Tu montres dans cet article, mais aussi cette question qui n'est jamais dite comme question de l'hypermodernité, elle traverse ton livre, Dérives adolescentes de la délinquance au djihadisme. Tu montres comment ces jeunes, en situation de désaffiliation, sans repère, sans identité authentique, au narcissisme blessé, s'arriment au, je te cite, parade identitaire, parure et fétiche. Que propose cette société du toujours plus, et ce, pour tenter de le réparer? Véritable miroir aux alouettes. Je vais m'arrêter là, mais je vais quand même dire quelques mots du titre, Marche ou crève, au-delà du malaise. Ce titre est provoquant, il est énoncé sous forme de dictat, mais c'est bien de dictature dont il s'agit, et ça rend bien compte aussi du fait qu'il ne reste aucune chance au dernier de cordée. J'ai fini. Merci beaucoup, Marie-Claude. Alors, bon, moi, je suis toujours impressionnée quand j'entends quelqu'un qui parle de moi. Et, bon, tu fais état d'un travail qui recouvre toute une vie professionnelle. Et le thème qu'on a travaillé pendant ce cycle, l'hypermodernité, ça recouvre aussi toute une vie, parce que l'hypermodernité, ça vient après la modernité. Et la modernité, ça concerne les générations, notre génération, mais surtout les générations qui nous ont précédées. Et en faisant ce travail, eh bien, j'ai traversé aussi toute une période de ma vie avec des engagements. Ça m'a permis de reprendre tout ça pour essayer de comprendre ce que c'était que l'hypermodernité. Alors, pour en parler, l'actualité nous donne du grain à moudre. L'hypermodernité, c'est un concept qui est assez flou. En tout cas, ça met l'accent sur l'escalade et sur l'excès. Alors, est-ce que c'est un trop de modernité ou est-ce que c'est un saut épistémologique? Un nouveau paradigme qui ouvre la voie d'une autre Weltanschauung. Alors, j'ai envie de rebondir sur l'actuel du malaise, et puis dérouler l'actualité comme un tapis rouge pour interroger l'hypermodernité. Alors l'actualité, c'est entre les Gilets jaunes et la COP24. Et c'est l'occasion, donc pour moi, de revenir sur un trajet au long cours qui se situe autour de ce qu'on a appelé l'écologie politique. Et l'écologie politique, on la retrouve aujourd'hui sous cette formule à l'emporte-pièce qui est fin du monde et fin de mois. C'est-à-dire pas l'un sans l'autre. Mais si les fins de mois sont palpables, eh bien, celle de la fin du monde est irreprésentable.
Pourtant, on est rappelé à l'ordre par le réel du climat, le réel de l'extinction massive des espèces. On est rappelé à l'ordre par un emballement du système qui nous dépasse en tant qu'effet de notre monde hypermoderne, dans sa globalisation planétaire. Un progrès qui se retourne en son contraire. Ce monde que nous avons construit pour le détruire, nous en sommes tout à la fois le produit, le rouage et le moteur. À l'ouverture de la COP24, le secrétaire général de l'ONU annonçait « Nous n'avons plus le temps de négociations sans fin ». Dans le même temps, la rue en colère criait « Nous n'avons plus le temps d'attendre des jours meilleurs ». Devant l'enlisement de la COP24, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, au vu du dernier rapport du GIEC, déclare « Il s'agit là de notre dernière chance d'enrayer l'emballement du changement climatique ». Et il ajoute « L'absence d'accord sur le climat ne serait pas seulement immorale, ce serait suicidaire ». Entre fin du monde et fin de mois, selon l'expression de Nicolas Hulot, entre malaise dans la civilisation et mal-être de chacun, l'hypermodernité se fissure et de ses craquements suintent désespoir et colère hémorragique. Les petits pas pour la planète, les garrots sur les fins de mois, les emplâtres sur les jambes de bois ne semblent plus suffire à préserver nos illusions et à juguler notre désenchantement. À ignorer le mur des souffrances individuelles, sociales, humanitaires, qu'elles soient locales ou mondiales, c'est le mur de nos institutions qui vacille entre populisme, fascisme et terrorisme. Nous sommes à un carrefour historique où l'enjeu de la planète, qu'on appelle pudiquement transition écologique, croise les différentes formes de misère, jusqu'aux migrants qui n'auront d'autre choix que l'exil pour survivre au désastre planétaire. Les plus riches des pays riches affament, exploitent, épuisent les sols, les sous-sols, les mers des pays pauvres, mais riches de leurs ressources. Ils les détournent à leur profit et pour notre confort, et puis s'étonnent du boomerang qu'ils provoquent. Laissés pour compte de ce monde dérégulé, les réfugiés économiques et écologiques refluent tels des damnés de la Terre. D'un bout à l'autre de la planète, le monde globalisé accouche de ses perdants, ceux qui luttent pour satisfaire leurs besoins vitaux et ceux pour qui le superflu est devenu vital. Alors qu'avant la guerre, Simone Veil écrivait, Simone Veil, la philosophe, on se résigne à nourrir les hommes pour qu'ils servent les machines. Aujourd'hui, il n'est même plus nécessaire de nourrir les hommes puisque les robots les remplacent. L'hypermodernité, c'est à la fois des avancées techniques prodigieuses et des reculs sociaux, humanitaires et écologiques dramatiques. Il faut relire les écrits très actuels de Simone Veil, qui en 1934 écrivait « Le progrès technique semble avoir fait faillite, puisque au lieu du bien-être, il n'a apporté aux masses que la misère physique et morale où nous les voyons se débattre. » Là se creuse le fossé entre la modernité et l'hypermodernité. Après Foucault, et le concept de biopouvoir et de biopolitique, ce que le pouvoir fait de nos vies, Giorgio Agamben, à son tour, interroge nos formes de vie avec des tirets comme concept. Christian Dardot et Pierre Laval, un sociologue et un économiste dit atterré, décrivent la nouvelle raison du monde, celle du néolibéralisme, comme ne laissant aucune sphère intacte, aucune sphère de l'existence humaine.
À quelle forme de vie nous conduit l'hypermodernité? À l'extrême bout de la chaîne, Agamben évoque la vie nue des musulmans, les musulmans des camps de Primo Levi, mais il y a aussi la vie nue des migrants, des SDF, comme rebut, déchets de l'hypermodernité. Leur vie nue se fait l'écran noir de nos fantasmes. Le fantasme d'être submergé, de disparaître sous le flux de ceux que l'on a asphyxiés. Retour du refoulé, retour de culpabilité, la logique de croissance d'un monde productiviste reflue sans cesse ses restes industriels et humains. Je cite Pierre Babin, que nous avions invité à l'APM. Une des grandes tâches matérielles et symboliques qui attend la civilisation est le traitement des déchets. Des déchets tout en regard, dont la parole, ce luxe perdu, n'est plus que dans le besoin. Les migrants, rejetons visibles de la barbarie invisible de l'hypermodernité. Des hommes réduits à leur valeur d'usage, mais sans plus-value, leur vie ne vaut plus rien. Les migrants, figure sacrificielle et emblématique de la faillite de notre hypermodernité. Vivons-nous un énième malaise dans la civilisation, un de ces ratages répétitifs inscrits structurellement au cœur du socius, ou bien sommes-nous au-delà du malaise? Avons-nous franchi un cap qui nous mène du père au pire? Du père au pire. Du père au pire, ce pourrait bien être la métaphore de ce passage de la modernité à l'hypermodernité et de notre impuissance à contrer le réel. Contrer le réel, c'est une expression de Lacan. Et il pointait en 1972, le réel pourrait bien prendre le mors aux dents, surtout depuis qu'il a l'appui du discours scientifique. Deux hypothèses de travail m'ont guidée pour penser l'hypermodernité et ses conséquences. Ce sont des hypothèses que j'ai développées dans cet article que tu as cité, économie libidinale. Il faut lire. Économie de marché et économie libidinale. Je trouve que c'est très, très avant-garde et que vraiment tu as... C'était il y a 5 ans. Ouais. Alors, ces deux hypothèses, les voilà. D'abord, l'hypermodernité n'est pas une inflation de la modernité ou de la postmodernité, mais une rupture. C'est le résultat d'une rencontre entre les progrès de la science et leur exploitation par le marché. Technosciences et néolibéralisme ont avancé aveuglément, main dans la main, jusqu'à ce que le progrès révèle sa face cachée. De cette rencontre réussie entre technosciences et néolibéralisme advient un reste, un réel qui nous déborde, que nous échouons à contrer, comme l'a formulé Lacan. L'hypermodernité serait pour moi un des noms de ce ratage. L'homme, cause d'un emballement, est victime de ses effets. N'est-ce pas là le paradigme même du dénouage entre pulsion de vie et pulsion de mort? Deuxième hypothèse. Le chaos du monde et la faillite du sujet sont les rejetons d'une même mécanique qui s'emballe en roue libre. La dérégulation d'un monde globalisé détruit les montages symboliques ravalés à un maillage de régulation fonctionnelle, réglementation, gestion, judiciarisation, organisée par et pour la loi du marché. Crise politique, économique, écologique et crise du sujet se court-circuitent. L'ordre du monde est en faillite de s'être désarrimé du symbolique. Le sujet est en faillite d'avoir à dénier sa faille, sa division et sa castration. Giorgio Agamben pose une question. Qu'est-ce que le contemporain?
C'est un petit fascicule qui s'appelle « Qu'est-ce que le contemporain ?» Il y a quelques pages. Et il répond « Seul peut se dire contemporain celui qui ne se laisse pas aveugler par les lumières du siècle et parvient à saisir en elles la part de l'ombre, leur sombre intimité. » Ou encore « Contemporain est celui qui reçoit en plein visage le faisceau des ténèbres qui provient de son temps. » Entre la fuite maniaque, la fuite en avant maniaque, qui nous pousse à être ce papillon qui se brûle aux lumières du siècle, et la plongée mélancolique dans le faisceau des ténèbres, je me propose pour ma part de déplier la part de l'ombre qui provient de notre temps, en nouant métapsychologie, économie, politique et écologie. Une position qui rejoint celle de Lacan quand il dit l'inconscient, c'est la politique. Politique au sens du politique, des affaires de la cité qui nous regardent. Roland Gori écrit « Chaque société a la pathologie qu'elle mérite et la psychiatrie qui lui convient. » Comment donc s'habillent les symptômes pris dans le discours de l'autre? Alors, en écrivant ce texte, j'ai mis un certain temps pour l'écrire, et il y a une phrase qui est revenue, qui m'a parasitée comme une ritournelle. Et cette phrase, c'était « courte mais bonne ». Alors, courte mais bonne, ça vient de loin, c'était la devise d'un cousin de mon père, qui mettait en pratique sa philosophie de la vie. Il jouissait de la vie et de ses excès en tout genre. Il est mort jeune. Il n'a pas résisté longtemps. Alors, j'avais 12 ans, j'en fus probablement très touchée, puisque ça me revient aujourd'hui. Enfin, je repense à cet homme qui était un homme plein d'énergie, qui, comme on disait, brûlait sa vie par les deux bouts. Courte mais bonne, c'est se laisser aveugler par les lumières du siècle. Mais courte mais bonne, c'est aussi la réponse à l'injonction consumériste qui soutient notre économie libidinale et l'économie du marché. À l'échelon humain, c'est le rapport d'exclusion entre la jouissance illimitée et la finitude de la vie. Mais à l'échelle de la planète, c'est le rapport d'exclusion entre la croissance illimitée au fondement de l'économie de marché et la finitude des ressources. Nous n'avons qu'une seule vie, nous n'avons qu'une seule terre, que nous exploitons plus vite qu'elle ne peut se régénérer. Les ravages planétaires sont irréversibles, l'écosystème est moribond. Entre logique de croissance et logique de jouissance, toutes deux sans limite, l'économie libidinale est prise en otage par l'économie de marché. L'homme nouveau, formaté par les exigences du marché, sera-t-il encore sujet de la psychanalyse? J'introduirai mon propos par 3 citations, les 3 temps du progrès: la modernité, la postmodernité et l'hypermodernité. En 1929, Freud écrit « La question du sort de l'espèce humaine me semble se poser ainsi. Le progrès de la civilisation saura-t-il dominer les perturbations apportées à la vie en commun par les pulsions humaines d'agression et d'autodestruction ?» L'idée du progrès de la civilisation est celle des Lumières, de la modernité. Mais Freud en pressent déjà les limites. Quelques années plus tard, George Orwell, père de 1984, écrit « Quand on me présente quelque chose comme un progrès, je me demande avant tout s'il nous rend plus humains ou moins humains. » Cette remise en question du progrès annonce la postmodernité. Quant à l'hypermodernité, l'anthropologue Paul Jorion en dessine la trajectoire
qui mène à notre possible disparition. Je cite un article, un interview de lui dans Le Monde, d'il y a quelques jours. Paul Jorion écrit « Le danger, c'est effectivement que nous soyons si malins du point de vue technologique, que nous parvenions à créer notre successeur, mais que nous soyons assez stupides quant à assurer encore notre présence sur notre planète. » Se rendre maître et possesseur de la nature était une promesse de progrès, jusqu'à ce que le progrès laisse apparaître sa face cachée, celle où le cycle de la vie se retourne en cycle de la mort. Après avoir tenté de maîtriser la nature pour la mettre au service de l'homme, un changement de paradigme est devenu nécessaire pour que la nature soit protégée de l'homme prédateur, qui, aveuglé par une course à la jouissance et à la croissance, scie la branche sur laquelle il est assis. Une course au toujours plus pour les uns, qui dévoile son envers de déprivation pour les autres. Depuis 50 ans, malgré les appels des scientifiques de plus en plus pressants et désespérés, les chiens aboient et la caravane passe, qui produit son œuvre de destruction massive. Il y a un demi-siècle, dans les années 70, nous posions les fondements de l'écologie politique, avec remise en question du productivisme, de l'économie de marché et du gaspillage organisé. L'espoir de changement de cap boostait notre énergie. Quelle terre laisserons-nous à nos enfants ? C'était un des slogans. Un autre slogan, en 70. Nous n'avons qu'une seule terre, sauvons-la. Alain Hervé, écrivain, journaliste et écologiste à l'époque, écrivait « Les malheurs qui nous attendent sont étranges, car ils sont le fruit de l'homme lui-même. Depuis un siècle, au nom du progrès, a commencé la plus gigantesque entreprise de destruction qu'une espèce ait jamais menée contre le milieu qui soutient sa vie et contre la vie elle-même. Au prix d'une croissance confondue avec notre bien-être, une croissance qui est réduite à un chiffre, le PIB. Le PIB confondu avec notre bien-être. Eh bien, à ce prix-là, nous avons poursuivi une dérive suicidaire en détruisant systématiquement notre Heim, notre maison-terre. Souvenez-vous du film La haine, un film de Mathieu Kassovitz. Dans ce film, un homme se jette du 50e étage en disant « Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. » Mais l'important, ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. N'est-ce pas là la métaphore de l'hypermodernité ? Fracture ouverte ou coma dépassé. Le réel s'emballe et l'atterrissage risque bien d'être un crash si nous ne changeons pas de cap radicalement, urgemment. Comment le réel impensable vient-il nous aveugler et nous affecter ? Déni, manie, mélancolie, clivage, forclusion. Nous préférons penser « jusqu'ici, tout va bien ». Nous profitons, nous consommons, nous gaspillons, nous jouissons. Mieux vaut dénier jusqu'à la manie que sombrer dans le catastrophisme et la mélancolie. Ici, sous nos climats encore hyper-tempérés, dans nos pays hyper-développés, dans notre petit monde d'hyper-privilégiés, ne nous laissons pas abattre. Le quantum d'excitation aura raison du manque à jouir. Clim l'été, chaleur douillette l'hiver, haut débit, portable au dernier cri, 4x4 tout-terrain pour embouteillage citadin, hypermarché achalandé des quatre coins de la planète, réseaux sociaux et milliers d'amis. Oui, jusqu'ici tout va bien. Le monde entier à notre portée, sans bouger de son chez-soi protégé. Certes, la gouvernance par le chiffre et les algorithmes
L'intelligence artificielle, avec Big Brother et Big Data, pense pour nous, décide de nos vies. Et tant pis si leur langage nous échappe, leurs bugs aussi. Et tant pis si croisement de fichiers, collecte de données personnelles, biométriques, prédictions algorithmiques nous laissent démunis et sans recours et mettent en péril la démocratie. Nous n'avons d'autre choix que celui de participer dans une servitude librement consentie. Participer à l'administration algorithmique des populations, sans interlocuteur, sans contrôle possible, dans la plus grande opacité. Les algorithmes ratés de Pôle emploi, les algorithmes d'embauche, les algorithmes médicaux, ceux d'APB, l'ancêtre de Parcoursup, et puis ceux de Parcoursup, qui laissent des milliers d'étudiants sur le carreau, et bien d'autres encore. Et quand je dis bien d'autres encore, j'ai vu avant de venir en replay une émission sur Arte qui s'appelle L'irrésistible ascension d'Amazon. Et les algorithmes d'Amazon, effectivement, nous mettent en fiche et ils vendent ces fichiers à la CIA, au Royaume-Uni. Enfin bon, c'est à revoir, c'est jusqu'au 18 décembre et ça fait vraiment frémir. Les frontières du réel reculent, les frontières de l'interdit s'émoussent. Nos représentations les plus fondamentales s'ébranlent. Plus rien ne nous étonne devant l'impensable avenir. Les cyborgs et autres hommes augmentés sont intégrés dans nos représentations. Adieu l'inquiétante étrangeté de Freud devant les automates de l'homme au sable. Il y a 20 ans, lors du premier colloque de l'APM, nous abordions ces questions en éclaireur et j'écrivais c'était il y a 20 ans, ce qui est transgressif aujourd'hui ne le sera plus demain. De franchissement en franchissement, rien ne vient plus faire buter. Jusqu'où les montages, à l'époque on parlait des montages biologiques, jusqu'où les montages inédits pourront-ils se déchaîner sans provoquer en retour le déchaînage du sujet? Un déchaînage qui n'est pas sans lien avec le déchaînement pulsionnel, les passages à l'acte et la forclusion. La forclusion, comme rejet du symbolique et de la castration, c'est précisément ce qui, pour Lacan, caractérise le discours capitaliste. Le discours capitaliste qui est devenu le néolibéralisme. Lacan écrit « Ce n'est pas parce que la Verwerfung, la forclusion, rend fou un sujet qu'elle ne règne pas sur le monde comme un pouvoir rationnellement justifié. Au nom du progrès, la face cachée de la rationalité économique et de l'efficacité technocratique passe sous la barre du refoulement, à moins qu'il ne s'agisse de la tâche aveugle de la forclusion. Cette face cachée de la rationalité économique et de l'efficacité technocratique, eh bien, c'est le pillage, la destruction et le gaspillage, qui sont les revers ignorés du progrès. Sous la consommation, les déchets. Sous l'opulence, le dénuement. Certains meurent de faim pour que d'autres meurent d'obésité. La fabrication d'un homme nouveau, en prise directe avec le marché, eh bien, savez-vous à qui on la doit? On la doit à un dénommé Édouard Bernays. Édouard Bernays, eh bien, c'est le neveu de Freud. C'est pas que le neveu, c'est le double neveu de Freud. Édouard Bernays a grandi dans les parages immédiats de l'oncle Sigmund. Son père est le frère de Martha Bernays, l'épouse de Freud. La mère d'Édouard Bernays est une des sœurs de Freud. Édouard Bernays a lu l'œuvre de Freud. Il a lu aussi l'œuvre de Gustave Le Bon sur la psychologie des foules. Nous sommes en 1919. Il crée son agence de relations publiques et il devient tout de suite célèbre. Il s'appuie sur les travaux de Freud et il explique comment manipuler l'opinion en démocratie.
Il écrit un livre qui s'appelle « Propaganda, comment manipuler l'opinion en démocratie ». Il excelle dans la création de faux besoins à la demande des industriels. Il écrit « Créer du besoin, du désir et créer du dégoût pour tout ce qui est vieux et démodé, c'est très facile. Ainsi, à la demande de l'industrie du tabac pour développer la consommation, il s'emploie à monter une campagne qu'il a appelée « Les torches de la liberté ». Et dans cette campagne, au nom de l'égalité entre hommes et femmes, il associera le droit de fumer à l'émancipation des femmes, le tout cautionné par les médecins. De la même façon, il s'emploie à faire basculer l'opinion publique par une campagne de pub et amènera une foule pacifiste à plébisciter l'engagement de l'Amérique dans la guerre en 1917. Édouard Bernays, pionnier de la manipulation de l'opinion, grâce aux découvertes de Tonton Freud. La société de consommation était née. Campagne de pub, relations publiques, marketing, campagne politique, mais aussi fake news et poids des lobbies. La grande idée de la manipulation, c'est de faire de l'homme un usager consommateur soumis au grand autre de la productivité et à la loi du marché. À la même époque qu'Édouard Bernays, Taylor, en 1927, le Taylor dit taylorisme, il écrit « Dans le passé, l'homme était au centre de tout. Ce sera désormais le système. » Le taylorisme, dans sa résonance kafkaïenne, remet en selle le système anonyme qui chosifie les hommes et les administre comme des choses. Aujourd'hui, le système taylorise et ubérise les hommes. Il les dépossède du sens de leur métier. Sous couvert d'efficacité et de performance, le système externalise l'acte, morcelé, dépecé, programmé. Au métro boulot dodo s'ajoute l'angoisse d'être insuffisant. Toujours plus, toujours mieux. L'homme responsable de son échec, normalisé, standardisé, lisse, efficace, manipulable et jetable, au service du bon ordre économique. L'homme programmable qui ouvre la voie à l'homme augmenté. Des procédures offrent un prêt à penser, évitant aux hommes de se responsabiliser. Il faut éliminer tout ce qui parasite l'efficacité. Il est interdit de douter, interdit de penser. Il faut neutraliser les incertitudes, suturer la division du sujet. Le système hypermoderne est une machinerie qui piège l'homme dans un double bind. Appelé à valoriser, appelé à se promouvoir, à se valoriser, à se promouvoir lui-même comme micro-entreprise, il est son propre capital, manager de lui-même, auto-entrepreneur de lui-même. Mais en même temps, entre guillemets, l'homme est l'exécutant de procédures, le jouet d'algorithmes qui décide de son travail, qui le morcelle et le prive de ses initiatives. Les bureaux feutrés et personnalisés sont remplacés par des open space, de grands plateaux sans parois, des bureaux impersonnels et anonymes pour un travail en toute transparence sous le regard de tous. Fini les objets transitionnels et autres affaires personnelles. Seuls les ordinateurs ont droit de citer, casque sur les oreilles obligés pour communiquer d'un bout à l'autre de la salle par Skype. À la fin de la journée, aucune trace ne doit être laissée. Les ordinateurs feront l'aller-retour entre vie professionnelle et vie privée parce que dans un monde connecté, la frontière disparaît. Évoquant son travail, une patiente me dit « Je vis au jour le jour. Je n'ai qu'une seule satisfaction, celle de ne pas m'écrouler. D'autres s'écroulent.
Ça s'appelle un burn-out. Ce sac fourre-tout de mal-être au carrefour de l'intime et du collectif. Nous rencontrons alors des hommes usés, hors d'usage, des hommes fatigués, épuisés jusqu'à la corde, une corde qui lâche jusqu'à la chute, marcher ou crever. L'homme exploiteur se découvre exploité. L'homme consommateur se découvre consommé. L'homme puise les ressources et se retrouve et se découvre épuisé. Producteur de déchets, il se découvre déchettisé. Dans Le Monde, le journal Le Monde du 3 décembre, un titre. Au Royaume-Uni, des sans-abri meurent dans les poubelles. Des déchets déchiquetés au petit matin par les camions poubelles. Avec la souffrance au travail, l'armure du semblant se fissure et ouvre une brèche sur l'inconscient. Nous sommes traversés par l'écho de nos divans, de nos fauteuils, de nos cabinets, nous parviennent les murmures, les cris, les pleurs qui témoignent de l'état de notre société et des souffrances qu'elle engendre. Pour peu, évidemment, qu'on ne recouvre pas les blessures de baumes anesthésiants qui bâillonnent le sujet. Antidépresseurs, anxiolytiques, thérapie comportementale, développement personnel, psychologie positive, qui sont l'habillage hypermoderne de la méthode Coué. La psychanalyse peut-elle faire antidote à la sauvagerie aseptisée de l'hypermodernité? L'analyse était pour Lacan la seule chose qui puisse nous permettre de survivre au réel. À l'entrée, écrit-il, de ce réel qui maintenant nous écrase, nous empêche de respirer, nous étrangle. Le réel, poursuivait-il, que l'analyste a pour mission de contrer. Mais en 72, tout ça c'était dans les années 70, en 72, il pressentait que la psychanalyse pouvait devenir un discours pesteux, tout entier voué au service du discours capitaliste. Dans un article publié par l'APM, dans un numéro qui s'appelle « Guérir au-delà du semblant », j'écrivais, c'est mon article qui s'appelait « Guérir au-delà du semblant », j'écrivais, le livre lui-même, c'est « Qu'est-ce que le corps pour la psychanalyse ?» J'écrivais « La psychanalyse a toujours eu un statut d'extra-territorialité. Elle est une respiration, elle est un souffle de liberté qui fait poche de résistance à un mode de gouvernance comptable et à un mode de représentation qui zoologise l'espèce humaine. C'est bien la raison pour laquelle la psychanalyse est devenue pestiférée. On peut le voir encore dans ce qui se passe aujourd'hui entre la fusion entre Paris 5 et Paris 7 où on veut éliminer les psychanalystes. Freud aurait dit, en arrivant aux États-Unis, ils ne savent pas qu'on leur apporte la peste. Dans un monde de performance et d'efficacité, eh bien, la psychanalyse est malvenue, parce qu'elle s'adresse à la dimension tragique de l'homme. Rappelons-nous Toscaïès qui écrivait « Sans la reconnaissance humaine de la folie, c'est l'homme même qui disparaît. » Pas de trace de l'homme dans le DSM. Point de trace de mal de vivre, de maladie d'amour, de maladie de la mort, d'angoisse, de conflit, de culpabilité, comme destin de la condition humaine. Mais dans le DSM, on trouve un catalogue aseptisé et descriptif des déviations de la norme. Les items du DSM font disparaître l'idée même d'inconscient. Le DSM produit et représente l'homme contemporain. C'est ainsi que des mots disparaissent dans la langue, de façon à ce qu'on ne puisse plus les penser.
Comment les penser si on ne peut plus les nommer? Victor Klemperer, dans son livre « LTI, la langue du Troisième Reich », montrait comment la langue du national-socialisme avait formaté la pensée. Je vous conseille aussi de regarder les vidéos de Franck Lepage sur YouTube. Franck Lepage a monté une association d'éducation populaire et avec autant de pertinence que d'humour, il analyse les glissements sémantiques. Il décode le monde dans lequel nous vivons et il a l'art de démontrer comment, par un tour de passe-passe, le choix des mots change notre vision du monde. Alors, il y a plusieurs vidéos sur YouTube. Vous faites Franck Lepage, et il y a manipulation et novlangue, langue de bois, ou encore hiérarchie et projet, ou encore atelier de désintoxication de la langue de bois. Et il montre comment, aujourd'hui, ce que ça fait de ne plus employer le mot d'exploitation, mais de le remplacer par productivité, par exemple, ou de remplacer le terme d'exploiter par défavoriser, de remplacer le mot licenciement par sauvegarde de l'emploi. Ce qu'on ne peut nommer, on ne peut plus le penser. Ce qui faisait l'équivocité signifiante de la parole a été ramené au langage binaire des signaux informatiques. Tout ou rien, super ou nul, tout est hyper, ultra. On est dans l'excès, l'urgence, l'instantané. Ici et maintenant. La novlangue vide le discours de sa substance par un long processus de désymbolisation et de démétaphorisation. Alors, je vais vous lire un extrait de l'écrivain Valère Novarina. Alors, je vous l'ai peut-être déjà lu dans d'autres circonstances, mais je le trouve vraiment très juste et très beau. Il écrit « Chaque jour autour de nous, le langage perd un peu plus son volume et la pensée sa respiration. Les détours respirés, les chemins de traverse, les courbes sont interdites. Tout va vers le linéaire, la phrase à 7, 5, 3 mots, le slogan. Tout va vers une langue plate, uniforme, répétitive, incapable de restituer le drame de la pensée, de développer ses volutes contradictoires. Par l'expansion universelle d'une pensée binaire, d'un rythme à deux temps, le manichéisme se répand et gagne tout. Comme si notre pensée aujourd'hui et le langage humain avaient le souffle coupé. Comme si respirer, aller au bout de la phrase, traverser la noyade, renverser les mots, retourner les sens, brûler le langage par notre corps et s'y perdre, nous était interdit. Tout doit être de surface, suréclairé, sans ombre aucune, sans volume, présenté sous son meilleur jour et toujours à vendre, avec étiquette, mode d'emploi, prix et résumé du contenu. Eh bien, la psychanalyse, c'est peut-être le nom de ce qui résiste à la novlangue et à l'hypermodernité. Hannah Arendt écrivait « C'est justement parce que nous souffrons dans les conditions du désert que nous sommes encore humains et encore intacts. Le danger est que nous devenions de vrais habitants du désert et que nous nous y sentions chez nous. Un désert stérile, pétrifié, fossilisé et jonché d'objets bouche-trous qui voilent l'objet petit a, cause du désir. Comblement du manque, remblayage du vide, le nouvel opium du peuple est fait de fétiches à portée de main, consommables et jetables, dont il faut renouveler systématiquement la donne. Avec l'industrialisation du désir et la fétichisation de la marchandise, pas le temps de désirer, pas de place pour le manque. La cause du désir a été kidnappée
piégé, ravalé à l'objet standardisé qui doit suppléer au vide de la pensée. Créer du besoin, du désir, et créer du dégoût pour tout ce qui est vieux et démodé. Telle était l'invention d'Édouard Bernays dès 1923. Le néolibéralisme est une religion du marché qui ne fonctionne que par une addiction généralisée, une injonction toxicomaniaque à trouver son objet dans l'illusion que la consommation viendra à bout de la castration et de la division. La castration qui structurait le sujet en mettant une limite à la jouissance est devenue un gros mot, inadapté, démodé. Si tu veux, tu peux. Certains jeunes se retrouvent naufragés psychiques, d'avoir grandi sans abri symbolique, exclus de l'économie de marché. Je m'excuse, il y a un point après sans-abri symbolique. Ce sont des naufragés psychiques qui le sont d'avoir grandi sans abri symbolique. Exclus de l'économie de marché, la radicalisation du système néolibéral est venue engendrer une radicalisation de l'inespoir et de la violence. Ils ont été nourris au cordon ombilical de leur portable et autres tablettes interactives, sans boussole autre que leur imaginaire tout-puissant. Leur angoisse s'évacue en passage à l'acte, hors de tout compromis symptomatique. Ils se livrent aveuglément à la passion de l'instant. Conduites ordaliques, addiction, violence. Toujours plus fort, toujours plus vite, toujours plus d'excès pour sentir son corps vibrer, se sentir exister dans un monde désertifié, déshumanisé. Une course libidinale jusqu'à l'abîme. Face aux frustrations, le sujet disparaît, submergé par l'affolement pulsionnel, sans pouvoir faire écart avec le corps, sans élaboration psychique. La pulsion d'emprise, délestée des montages symboliques, verse du côté de la pulsion de mort. Frustration, rivalité, qui ne se sont pas conflictualisées, se règlent alors par cette forme de jouissance explosive entre fureur de vivre et rage au corps. Quand l'imaginaire n'est pas lesté par le symbolique, le réel pulsionnel déferle sous l'impératif de jouissance. Il ne peut plus se symptomatiser et il submerge le sujet en perdition. Lorsque les rapports humains ne sont plus pacifiés, civilisés par du tiers, le respect de l'autre s'efface sous le flux de haine qui se déverse en incivilité, insulte verbale et passage à l'acte. L'autre est en place de persécuteur qu'il faut abattre pour respirer. Le repli narcissique se fait identitaire et l'écart nécessaire au dialogue se fait agression. L'hypermodernité accouche des psychopathologies qu'elle mérite. Quand la destruction subjective ne permet plus la conflictualisation et creuse ses brèches, ses cassures, on est face à une clinique de l'immédiateté, de l'urgence, une clinique du narcissisme, à fleur de peau, à fleur de colère, à fleur de violence, à fleur de jouissance, une clinique de l'anéantissement de l'autre. Comment en sommes-nous arrivés là ? Je vais reprendre maintenant ce chemin que je pourrais appeler du pire au pire, qui mène de la modernité à l'hypermodernité, en passant par la postmodernité. Avec cette question liminaire, y aura-t-il un après de l'hyper ? Alors ce que je vous propose là, c'est un voyage dans le temps, ponctué par 2 rencontres. L'une avec Jean-François Lyotard, dont le nom reste accroché à son livre,
la condition postmoderne, 1979. L'autre rencontre, c'est celle avec mai 68. Ce temps de bascule qui sonnait le glas de la modernité et donnait consistance à l'élaboration postmoderne, jusqu'à ce que le marché en récupère ses avancées pour les renverser, c'est l'hypermodernité. Alors j'associerai le père avec la modernité. La modernité, ce passage de l'obscurantisme à la raison, avec le progrès, comme référent, comme garant, comme boussole. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, Freud cassait le mythe du progrès en annonçant que l'homme avait conclu un pacte avec la barbarie. Jean-François Lyotard cassera à son tour le mythe de l'idée hegelienne d'une marche inexorable vers le progrès à partir de la cassure que fut Auschwitz. C'est la première fois que j'évoque publiquement Jean-François Lyotard et je voudrais lui rendre hommage. À l'instar de Lacan, ses cours et séminaires étaient pleins à ras-bord d'un public passionné. On se précipitait, on se bousculait, on se pressait pour l'entendre, un vrai bonheur. Il a été mon prof de philo en première année de Sorbonne. Il a été mon maître. Je l'ai admiré, adoré, voire idolâtré. C'est à lui que je dois de m'avoir familiarisé de façon privilégiée à Freud et Lacan, et à la politique avec Marx et Trotsky, puisqu'il me prêtait ses livres à noter, puis nous en discutions chaque semaine dans les cafés. Et puis il y avait des réunions politiques de l'association qu'il avait fondée, un groupe anti-stalinien, anticapitaliste, et je le remercie pour tout ce qu'il m'a apporté et qui a été déterminant dans mes orientations. Pour Jean-François Lyotard, Auschwitz a donc ponctué la fin des grands récits totalisants de la modernité, qu'il appelle méta-récits, ou grands récits de légitimation. Adieu les lendemains qui chantent et le grand soir. Adieu les grandes histoires idéalisées qui légitimaient la raison et les progrès de la science. Le postmodernisme remet en question l'idée d'une finalité de l'histoire qui mènerait à l'émancipation de l'homme. La postmodernité, c'est la prise de conscience du changement complet de civilisation qui s'opérait sous nos yeux. La postmodernité prend acte de ce qui chute, de ce qui éclate, c'est-à-dire les savoirs, les discours, les idéaux, la science, les idéologies, les utopies, les repères, les structures. La postmodernité était la version philosophique d'une rupture avec la modernité qui s'est incarnée lors de la contestation sociale, politique et culturelle de mai 68. Jean-François Lyotard, évoquant la condition postmoderne, écrit 25 ans après les événements de mai, « Nous nous trouvâmes de plein pied dans le mouvement de 68, qui nous paraissait faire et dire en grand ce que nous avions esquissé par mots et actions en miniature et par prémonition. Mai 68 était une étincelle de vie dans un monde guindé. Sous les pavés, la plage. Le carcan des pavés devait céder la place à l'hédonisme libertaire. Mais sous les pavés et sous la plage, il y avait l'économie de marché. Spéculation immobilière, rentabilité. La plage libertaire s'est vite transformée en plage bétonnée, en décharge publique, en décharge de plastique. Ce fut le passage d'une forme de vie libertaire à une forme de vie néolibérale. L'idéal communautaire de 68 est devenu défense communautariste et identitaire, excluante et haineuse.
Du rejet de la société de consommation, on est passé à la religion du marché qui élève la consommation au rang de nécessité. Créer de faux besoins avec gaspillage organisé est devenu l'essentiel de l'économie marchande. Le superflu est prescrit et aussitôt démodé, tandis que l'obsolescence est programmée, jusqu'à ce que le chaos écologique nous saute au visage, annonçant le pire avenir. L'épanouissement de soi s'est caricaturé en un chacun pour soi, puis en culte de soi. Le narcissisme triomphant a envahi les esprits jusqu'à ce que s'installe une société du sauf-qui-peut, où le sécuritaire a pris la place de l'hospitalité et de la solidarité. Accueil et empathie ont disparu sous la défense des intérêts particuliers. Sous l'emprise de la peur et de la haine, le territoire intime sécuritaire s'est réduit alors à l'entre-soi endogame, purifié de l'autre étranger, inconnu, l'inconnu étranger. L'inconnu s'est réduit à un... Excusez-moi, je ne sais plus où j'en suis. L'entre-soi, il y a quelque chose qui s'est réduit à un identitaire narcissique. C'est l'hospitalité, la solidarité, s'est réduit à un identitaire narcissique, mortifère et totalitaire. Et je pense là aux migrants, prêts à mourir pour vivre. Ils ont largué les amarres pour fuir ces territoires perdus pour la vie, ces lieux que nous avons rendus invivables à force de s'emparer de leurs ressources et d'y rejeter nos déchets. S'ils ont largué les amarres pour avoir la vie sauve, jusqu'où avons-nous largué les amarres de notre humanité pour que le souci de l'autre, l'accueil, l'hospitalité deviennent des lits de solidarité? Alors que l'éthique 68arde libertaire nouait l'individuel au collectif, le bien-être au bien commun, l'esprit d'intérêt général a disparu avec le néolibéralisme. Les jouissances privées ont eu raison du bien commun. Le chacun pour soi s'est accompagné d'un désinvestissement de la sphère publique. Les structures collectives, les services publics au service de tous, au profit de tous, ont été transformés en marchandises privatisées qui doivent être rentabilisées. On pourrait parler aussi du corps marchandise dépecé ou augmenté, depuis la vente d'organes au marché juteux des implants. Face au scandale répétitif du marché, corruption, conflit d'intérêts, contre-vérité des lobbies, collusion, l'obscurantisme revient au galop. Une fuite dans un imaginaire ésotérique où fleurissent des croyances en tout genre, sur mesure et à la carte, une fascination pour des pseudo-vérités alternatives, une suspicion généralisée qui ouvre l'autoroute des fake news jusqu'à jeter le bébé du progrès avec l'eau du bain. Je pense entre autres au mouvement anti-vaccin qui n'a que faire du risque collectif et privilégie la sphère privée du chacun pour soi. La prise en otage de la postmodernité par l'hypermodernité nous a menés au défi majeur de notre planète. Dans le déni de la finitude des ressources, le principe de croissance illimitée de l'économie de marché continue à être maître du monde. Dans les années 70, Lacan évoquait les savants, saisis d'angoisse, il y a donc 50 ans. Symptôme type, ajoutait-il, devant tout événement de réel. Cependant, il pressentait la difficulté de changer de modèle. L'exploitation du désir, écrit-il, c'est la grande invention du discours capitaliste, parce qu'il faut l'appeler quand même par son nom. Ça, je dois dire, c'est un truc vachement réussi. Qu'on soit arrivé à industrialiser le désir, enfin, on ne pouvait rien faire de mieux pour que les gens se tiennent tranquilles. Hein ? Et d'ailleurs, on a obtenu le résultat. Et puis, ça ne l'empêchait pas d'espérer
que le discours capitaliste était, dit-il, voué à la crevaison. Il dit, ça marche comme sur des roulettes, ça ne peut pas marcher mieux, mais justement, ça marche trop vite, ça se consume si bien, non, ça se consomme si bien que ça se consume. Mais qu'est-ce qui se consume? Ce sont les ressources naturelles et humaines, jusqu'à ce que mort s'en suive. Depuis, les appels des scientifiques ne cessent d'insister. De plus en plus pressants, de plus en plus angoissés. 2017, 15 000 scientifiques. Il sera bientôt trop tard. Dernier rapport du GIEC. Climat, le rapport de la dernière chance. L'ONU, au vu des conséquences désastreuses de notre inaction, en appelle à la société civile pour réclamer des comptes aux dirigeants de la planète. Clivage, forclusion, déni, manie, mélancolie, autant de mécanismes de défense pour se protéger de l'irreprésentable avenir et mieux s'y noyer. Climatologues et anthropologues font aujourd'hui du dérèglement climatique le centre de gravité de leur Weltanschauung, une vision du monde qui modélise l'effondrement systémique, avec effet domino, une convergence des crises et un emballement incontrôlable qui mène au déséquilibre de la biosphère. Ils appellent Anthropocène l'ère de la mutation anthropologique. Ils appellent Anthropocène l'ère de la mutation anthropologique et géologique causée par les activités humaines. L'Anthropocène, ère des phénomènes extrêmes, ère de l'hypermodernité. La vitrine est en train de voler en éclats et de dévoiler le réel qui nous écrase, écrit Lacan, qui nous empêche de respirer, qui nous étrangle. Tempêtes, inondations, sécheresses, incendies. Les phénomènes extrêmes se suivent, se rapprochent, enflent avec leur cortège de morts, de sans-abri, de destruction. De plus en plus fréquents et aussitôt oubliés dans le flux continu des infos, l'une chassant l'autre. Les images spectaculaires, les flashs émotionnels font le buzz sur les réseaux sociaux. Mais ça ne fait pas récit, ça ne fait pas histoire, ça ne fait pas sens. Paul Virilio parle de la ligne de crête des anecdotes. D'un côté, les catastrophes climatiques, de l'autre, l'appel à consommer pour soutenir la croissance. Pour Freud, l'objet de la Kulturarbeit était de régler les rapports des hommes entre eux. Mais quand la Kulturarbeit se dilue, se dissout dans un clic sur les réseaux sociaux, la colère enfle, mobilise les foules, sentières structurant la pensée, et laisse une autoroute au populisme. L'économie de marché est une économie de classe qui a réveillé la lutte des classes sous sa forme clivée entre peuple et élite. Quand il n'y a plus d'écart, plus de tiers, plus de structures intermédiaires, plus de recul pour penser le monde, nous collons au chaos du monde. Nous sommes le chaos du monde. La psychopathologie de l'homme hypermoderne se mesure à son aliénation au système. La boulimie consommatrice, partenaire obligé de la logique productiviste. Aliéné à la production selon Marx. Aliéné aujourd'hui à la consommation, l'homme, soi-disant libéré, est en fait doublement enchaîné. À la fois producteur et consommateur, exploiteur et exploité, le couple est uni pour une même cause. Injonction de plus de jouir pour toujours plus de plus-value. Injonction de plus-value pour toujours plus de jouir. Une course libidinale qui mène producteurs et consommateurs dans une fuite en avant jusqu'à l'abîme. Exploiter les hommes et la planète, puiser et épuiser les ressources humaines et planétaires, balayer la frontière entre les hommes et les choses, relève d'une même logique.
rendant la dette humaine et écologique chaque jour un peu plus impayable. En 1934, Simone Veil écrivait « La période présente est de celle où tout ce qui semble normalement constituer une raison de vivre s'évanouit, où l'on doit, sous peine de sombrer dans le désarroi ou l'inconscience, tout remettre en question. » Et comment remettre tout en question quand devant le plus irreprésentable des rocs, notre réalité psychique échoue à prendre la mesure du réel? Remettre tout en question, c'est arrêter la machine qui fait de l'homme le serviteur de l'économie pour mettre l'économie au service des hommes. C'est changer de modèle économique, c'est changer de pratique, changer de consommation, c'est passer d'une économie de marché à une économie du vivant. C'est changer l'homme pour changer le monde. C'est une rupture anthropologique qui passe par une révolution subjective, politique et économique. C'est faire œuvre collective pour une nouvelle culture Arbeit. Je m'arrêterai là.